Un vieux mécanicien, fort de plus de 50 ans d'expérience, m'a un jour dit une chose que je n'ai jamais oubliée. La plupart des voitures ne meurent pas de vieillesse. Elles sont tuées par leurs propriétaires sans qu'ils s'en rendent compte. Et il n'exagérait pas le moins du monde. La plupart des véhicules n'atteignent même pas les 100 000 km, car leurs propriétaires répètent sans cesse des habitudes qui semblent anodines, mais qui sont en réalité de véritables condamnations à mort. La mienne, en revanche, a déjà dépassé les 800 000 km, non pas parce qu'elle est indestructible ou qu'elle possède une quelconque magie, mais parce que j'ai modifié 20 points précis dans sa façon de l'entretenir. Aujourd'hui, je vais vous parler en détail de ces habitudes, et je vous préviens, les dernières de cette liste vous laisseront sans voix. Ce sont des détails que presque personne ne fait, mais qui font toute la différence entre une voiture condamnée à une mort prématurée et une voiture qui semble immortelle. Point numéro 20. Changez l'huile bien plus tôt que recommandé dans le manuel. Si vous avez déjà suivi les préconisations du constructeur concernant les vidanges d'huile, vous avez pris un mauvais départ. Les concessionnaires et les marques ne pensent pas à ce que votre voiture parcourt 1 287 000 km, ni même une distance comparable. Ils veulent simplement qu'elle atteigne les 100 000 premiers kilomètres couverts par la garantie et ensuite, en cas de panne, tant mieux pour eux car vous devrez à nouveau débourser de l'argent. C'est pourquoi les intervalles recommandés sont absurdement longs. 10 000, 12 000, voire 15 000 km entre les vidanges. Ce que personne ne vous dit, c'est qu'en réalité, l'huile se dégrade bien plus vite que ces chiffres généreux. Course-trajet, circulation urbaine, démarrages à froid. Tout cela contribue à une perte des propriétés protectrices de l'huile bien plus rapide que ce qu'aucun manuel ne le reconnaîtra jamais. J'ai ouvert des moteurs dont les intervalles d'entretien recommandés avaient été scrupuleusement respectés. Et ce que j'y ai trouvé ressemblait à un plat de lasagne brûlée, des couches et des couches de boue noire incrustées dans le moindre recoin, des pistons rayés comme s'ils avaient été volontairement poncés, et des conduits complètement obstrués. La règle qui m'a sauvé la mise était simple et directe. Vidange tous les 5000 km avec de l'huile minérale ou tous les 8000 à 11 000 km avec une huile synthétique de bonne qualité. Est-ce plus cher? Oui, bien sûr, mais c'est le genre d'investissement judicieux qui évite une catastrophe plus tard. Vous dépensez 40 € aujourd'hui pour une vidange et vous économisez 4 000 € sur une réfection complète du moteur dans quelques années. La réalité est aussi claire que brutale. C'est la première grande leçon que j'ai apprise il y a des décennies. Ne jamais croire que le constructeur veut le meilleur pour votre voiture. Il veut avant tout maximiser ses profits et vous inciter à acheter un autre véhicule au plus vite. X9. Évitez de laisser tourner le moteur au ralenti. Pendant des années, j'ai cru que laisser tourner le moteur 10 minutes avant de prendre la route était la meilleure façon d'en prendre soin, de bien le traiter. Et je suis sûr que vous l'avez fait aussi, surtout en hiver quand il fait froid. Mais en réalité, cette habitude est l'une des pires choses que vous puissiez faire sans le savoir à votre moteur. Savez-vous ce qui se passe réellement quand vous le laissez tourner au ralenti, à froid? L'essence imbrûlée commence à couler le long des parois internes des cylindres, emportant avec elle le film d'huile qui devrait les protéger du contact métal sur métal. C'est littéralement comme passer du papier de verre humide sur les parties les plus délicates et sensibles du moteur. J'ai vu des moteurs avec à peine 60 000 km au compteur complètement ruinés par cette habitude répandue. L'huile diluée par le carburant, les parois des cylindres profondément rayées et la compression perdue définitivement. Et le pire, c'est que beaucoup de conducteurs pensent prendre soin de leur voiture alors qu'en réalité, ils la détruisent lentement. Techniquement, le moteur chauffe beaucoup plus vite et uniformément si vous le démarrez. Attendez 30 secondes que l'huile circule, puis roulez en douceur pendant les 2 premiers kilomètres. C'est à ce moment-là qu'il atteint sa température de fonctionnement optimale, et ce, pour tous ses composants. J'ai abandonné cette habitude il y a des années, et c'était comme assurer la longévité de mon moteur. Aujourd'hui, je vous le dis sans hésiter. Si vous voulez que votre voiture dure plus de 200 000 km, arrêtez de gaspiller du temps et de l'essence au ralenti. Une conduite souple et progressive dès le démarrage est la meilleure façon de la protéger et de la maintenir en bon état. 8e conseil. Ne jamais trop remplir le réservoir après le premier clic de la pompe.
Il vous est sûrement déjà arrivé, en faisant le plein, de penser qu'appuyer 2 ou 3 fois de plus sur la pompe après le premier clic était une astuce pour en avoir plus pour votre argent, comme si vous pressiez la pompe jusqu'à la dernière goutte. Moi-même, je suis tombé dans ce piège à mes débuts au volant. Cela me semblait une manœuvre presque héroïque. Une petite astuce utilisée par les conducteurs expérimentés qui savaient comment duper les stations-service. Mais la réalité m'a appris une leçon brutale et, surtout, très coûteuse. Ce geste apparemment inoffensif est en réalité un poison lent et silencieux pour tout le système de contrôle des émissions du véhicule. Le réservoir de carburant n'est pas conçu pour être rempli à ras-bord. Il a absolument besoin d'un espace vide en haut, ce que les techniciens appellent l'espace d'expansion, afin que les vapeurs d'essence, naturellement générées par la chaleur et les variations de pression, puissent correctement circuler jusqu'au système EVAP, système de contrôle des émissions par évaporation. Le système EVAP est un ensemble de composants très sophistiqués dont le seul but est de capturer ces vapeurs, de les stocker temporairement dans la cartouche de charbon actif et, lorsque les conditions du moteur le permettent, de les libérer de manière contrôlée dans l'admission pour qu'elles brûlent avec le mélange air-carburant. Cela empêche leur échappement dans l'atmosphère et permet de récupérer du carburant qui serait autrement perdu. Si, malgré vos meilleures intentions, vous continuez à pomper après le clic automatique, vous introduisez du carburant liquide dans un système conçu exclusivement pour traiter les vapeurs. Le résultat est catastrophique. Le liquide envahit les durites, inonde les soupapes de purge et de ventilation, sature les capteurs de pression et de température et rend complètement inutilisable la cartouche de charbon actif, la transformant littéralement en une éponge imbibée d'essence, incapable de remplir sa fonction. J'ai vu des factures allant de 300 à 900 €, rien que pour le remplacement de la cartouche et des capteurs endommagés, sans compter la main-d'œuvre ni les éventuels dommages secondaires au calculateur ou au catalyseur. Tout ça à cause de cette obsession de vouloir en rajouter juste un peu plus, ce qui au mieux représente un demi-litre, voire moins. Depuis cette leçon qui m'a coûté cher, je ne touche plus jamais au levier après le premier clic. Point final. La pompe est calibrée pour s'arrêter précisément lorsque le réservoir est plein, de manière optimale et en toute sécurité. Forcer au-delà de ce niveau ne vous rend pas plus intelligent. Cela fait de vous quelqu'un qui paie cher pour un résultat minime. Dix, 7e point. Vidange régulière de l'huile de boîte de vitesse. Voici un autre de ces mythes tenaces qui endommagent prématurément les voitures sans que personne ne s'en aperçoive. Nombreux sont les conducteurs qui pensent que l'huile de boîte de vitesse est pratiquement éternelle, car on ne la voit pas et on ne la vérifie pas aussi régulièrement que l'huile moteur. Et bien sûr, comme elle reste rouge ou rose et ne dégage pas d'odeur particulièrement désagréable au premier abord, ils pensent que tout est en parfait état dans ce mystérieux boîtier. Rien n'est plus éloigné de la réalité. La boîte de vitesse est remplie d'embrayages et d'engrenages internes en contact permanent, qui, avec une utilisation normale, libèrent de minuscules particules métalliques microscopiques. Ces particules s'accumulent progressivement dans l'huile, la transformant en une sorte de papier de verre liquide qui use tous les composants internes avec lesquels il entre en contact. Mais le plus trompeur et le plus dangereux dans ce processus, c'est qu'on ne s'en aperçoit que lorsqu'il est trop tard. Le jour où la boîte de vitesse commence à patiner ou à mal passer les vitesses, il n'y a plus de retour en arrière. La réparation peut coûter entre 4 et 7 000 €, selon le modèle. Ma règle personnelle était simple mais stricte. Vidange complète de l'huile de boîte de vitesse tous les 96 000 km ou tous les 6 ans au maximum, sans exception. Et pour les véhicules hybrides, dont la transmission fonctionne différemment, j'étendais cet intervalle jusqu'à 145 000 km en dernier recours. J'utilisais toujours l'huile spécifique recommandée par le constructeur automobile. Jamais de solution de fortune ni d'huiles universelles bon marché. J'ai appris cela en voyant des boîtes de vitesse qui paraissaient pratiquement neuves après des centaines de milliers de kilomètres, simplement parce que leurs propriétaires n'avaient jamais négligé cet entretien de base, pourtant crucial. Cette seule habitude, sans exagération, a fait toute la différence. Ma voiture a aujourd'hui 1 287 000 km au compteur, alors qu'il y a plus de 10 ans, elle est bonne pour la casse. 16e conseil. Freinez intelligemment et anticipez.
Ce point semble relever du simple bon sens, mais il est incroyable et frustrant de constater combien de conducteurs l'ignorent complètement au quotidien. Freiner brusquement et constamment use non seulement les plaquettes de frein beaucoup plus rapidement, mais déforme également les disques à cause de la chaleur extrême, dégrade le liquide de frein et fait monter la température de tout le système à des niveaux absurdes et inutiles. Chaque freinage soudain et inutile équivaut littéralement à mettre ses freins dans un four industriel. J'ai vu des disques de frein complètement voilés et des plaquettes glacées par la chaleur sur des voitures ayant moins de 20 000 km au compteur, tout simplement parce que leur propriétaire conduisait comme si chaque feu rouge était une ligne d'arrivée de Formule 1. L'habitude que j'ai prise est incroyablement simple, mais efficace. Lever le pied de l'accélérateur bien à l'avance lorsque je vois que je vais devoir freiner et laisser la voiture rouler en roue libre, en profitant de son élan. Cette technique, appelée roue libre, consiste à n'actionner les freins qu'en cas d'absolue nécessité. Elle permet également de réduire considérablement la consommation de carburant, car le moteur n'injecte pas d'essence pendant la décélération. Depuis que j'utilise le frein moteur dans les longues descentes en montagne, mes disques et plaquettes de frein durent littéralement 2, voire 3 fois plus longtemps que d'habitude. Et s'il faut un jour les remplacer, car tout finit par s'user, je n'opterai pas pour des pièces bon marché de marques inconnues. J'ai vu des plaquettes génériques de piètre qualité qui durent 2 fois moins longtemps que de bonnes plaquettes et qui, en plus, couinent comme une nuée de mouettes enragées à chaque freinage. Au final, comme toujours, le bon marché finit par coûter très cher. 15e point. Changer et vérifier le liquide de refroidissement régulièrement. La plupart des gens pensent à tort qu'il faut vérifier le liquide de refroidissement uniquement lorsque le moteur surchauffe ou lorsqu'ils voient de la vapeur s'échapper du capot en pleine route. Rien n'est plus faux en matière d'entretien préventif. Le liquide de refroidissement est un fluide discret qui joue un rôle essentiel pour votre moteur, souvent sous-estimé. L'ignorer ou le négliger peut avoir des conséquences désastreuses et irréversibles. Les moteurs modernes sont presque tous en aluminium, contrairement à la fonte d'antan. Ce matériau, beaucoup plus léger, contribue à réduire la consommation de carburant, mais ne pardonne aucune négligence en matière de chaleur. À 230 degrés Celsius, une culasse en aluminium se déforme comme du beurre fondu. Et devinez ce qui se passe ensuite? Un joint de culasse HS, un moteur en surchauffe pouvant même serrer, et une facture de réparation qui peut facilement dépasser 3 500 €. Le liquide de refroidissement n'est pas éternel, contrairement à ce que certains pensent. Au fil des ans, le liquide de refroidissement se dégrade progressivement, perdant ses additifs anti-corrosion essentiels et ne protégeant plus correctement le système de refroidissement. De plus, mélanger différents types de liquides de refroidissement, vert, rouge ou jaune, revient à jouer à la roulette russe avec sa voiture. J'ai vu des radiateurs transformés en une masse gélatineuse et répugnante parce que quelqu'un avait décidé de mélanger n'importe quel liquide qui lui tombait sous la main, sans réfléchir. Ma pratique personnelle a toujours été la même. Tous les 3 à 5 ans maximum, une vidange complète du système avec le liquide de refroidissement préconisé par le constructeur dans le manuel d'utilisation. Pas d'improvisation ni d'utilisation de n'importe quel produit disponible. Et je peux vous assurer d'une chose avec certitude, cette simple routine d'entretien a non seulement permis à mon moteur de rester froid même en plein été par des températures atteignant 40 degrés Celsius, mais elle a aussi empêché la rouille de ronger les composants internes du radiateur, les durites et la pompe à eau. Une voiture qui surchauffe gravement, même une seule fois, peut être condamnée à des problèmes récurrents tout au long de sa vie. Et c'est un prix que je n'étais jamais prêt à payer par pure négligence. 14e point. N'ignorez pas les bruits étranges. S'il y a bien une chose qui me rend dingue et me frustre profondément, c'est de voir autant de gens monter le son de la radio pour couvrir et oublier les bruits étranges que fait leur voiture. C'est le meilleur moyen de se retrouver à appeler une dépanneuse au pire moment. Chaque bruit inhabituel est un message direct de votre voiture, un avertissement clair qui, si vous apprenez à l'écouter et à l'interpréter correctement, peut vous éviter des milliers d'euros de réparations importantes. Un sifflement aigu au démarrage du moteur pourrait provenir d'une courroie d'accessoires sur le point de casser. Un claquement métallique en tournant le volant pourrait indiquer un arbre de transmission ou un joint homocinétique sur le point de lâcher.
Un sifflement constant qui augmente avec la vitesse peut clairement indiquer qu'un roulement de roue est en train de rendre l'âme. Ignorer complètement ces signes évidents, c'est comme se boucher les oreilles, alors que sa voiture appelle désespérément au secours. J'ai eu un client qui a ignoré pendant des semaines un simple cliquetis rythmé provenant de son moteur à chaque accélération. Il pensait sincèrement qu'il s'agissait d'un problème mineur qui se réglerait de lui-même ou qu'il n'était pas nécessaire de s'en préoccuper. Il s'est avéré que son niveau d'huile était si bas que les poussoirs hydrauliques fonctionnaient complètement à sec, sans aucune lubrification. Le résultat fut catastrophique. Le moteur entièrement démonté à l'atelier, des pièces internes brûlées et usées, et une facture de réparation de plus de 2000 €, qui aurait pu être évitée par un simple contrôle effectué à temps. J'ai appris très jeune qu'il faut enquêter immédiatement sur tout bruit nouveau ou inhabituel. Il ne s'agit pas de paniquer pour un rien, mais de prêter une réelle attention à son véhicule. Ce bruit se manifeste-t-il uniquement au démarrage à froid, uniquement lorsque le moteur est chaud, en tournant le volant d'un côté précis? Ces simples informations peuvent faire toute la différence entre le changement d'une courroie de distribution, qui coûte à peine 40 €, et le remplacement complet du moteur. C'est pourquoi, lorsque ma voiture a atteint 400 000 km, elle avait encore un fonctionnement incroyablement stable et régulier, sans le moindre bruit étrange. Et je vous assure, à cet âge avancé pour n'importe quel véhicule, tout problème mécanique non résolu à temps équivaut pratiquement à une condamnation à mort. 13e point. N'abusez pas de l'embrayage. Si vous avez une voiture à boîte manuelle, cette habitude peut littéralement mettre votre véhicule hors d'usage. Garder le pied sur la pédale d'embrayage en conduisant peut sembler incroyablement confortable et naturel, mais c'est une habitude destructrice qui use prématurément la transmission. L'embrayage a été conçu spécifiquement pour fonctionner uniquement pendant les brefs instants du changement de vitesse. Et rien de plus. Chaque fois que vous gardez le pied sur la pédale, même avec une pression minimale à peine perceptible, vous usez activement le disque d'embrayage. Cette usure est cumulative et irréversible. Je connais personnellement des voitures qui ont dû être entièrement remplacées après seulement 40 000 km, car leur propriétaire ne savait pas ou ne voulait pas relâcher la pédale inutilement. Le remplacement d'un embrayage complet coûte généralement entre 1 200 et 1 500 € selon le modèle. Le plus frustrant, c'est que bien souvent, la cause n'est ni la voiture ni des pièces défectueuses, mais simplement une mauvaise habitude du conducteur. Depuis le premier jour, j'ai toujours fait exactement la même chose. Je retire complètement mon pied de l'embrayage lorsque je ne change pas de vitesse. Au feu rouge, je suis toujours au point mort avec le frein à main serrée. Dans les côtes, je serre fermement le frein à main. Je ne fais jamais, au grand jamais, débrayer à moitié pour maintenir la voiture en équilibre. Cette simple habitude m'a permis de parcourir plus de 300 000 km avec le même embrayage d'origine, alors que j'ai vu d'autres conducteurs le changer 2, voire 3 fois sur le même trajet. Dit comme ça, cela peut paraître un détail insignifiant, mais c'est une habitude de conduite qui peut vous faire économiser des milliers d'euros sur la durée de vie du véhicule. 12e conseil. Gardez toujours au moins un quart de réservoir plein. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un rouler tranquillement avec la jauge à essence quasiment au minimum, pensant peut-être faire une astuce pour économiser du carburant ou tout simplement par pure paresse? Cette habitude courante est le moyen le plus rapide et le plus direct d'endommager prématurément la pompe à essence de votre voiture. La pompe se trouve à l'intérieur du réservoir et est constamment refroidie par le carburant liquide qui l'entoure. Lorsque le niveau de carburant est trop bas pendant une période prolongée, la pompe aspire de l'air chaud au lieu du carburant froid, ainsi que tous les sédiments et impuretés accumulés au fond du réservoir au fil des ans. Cela provoque non seulement une surchauffe de la pompe au point de la griller, mais aussi l'injection directe de toutes ces impuretés dans les injecteurs du moteur. J'ai personnellement remplacé des pompes à essence avec à peine 80 000 km au compteur simplement parce que leur propriétaire roulait constamment au minimum. Et ce n'est pas une réparation bon marché ni facile. Comptez facilement 600 € rien que pour la pièce et la main-d'œuvre, sans parler du désagrément considérable de se retrouver en panne au milieu de la route au pire moment. J'ai toujours respecté une règle personnelle très stricte. Ne jamais, au grand jamais,
laissez le réservoir descendre en dessous du quart de sa capacité. C'est aussi simple que cela. De cette façon, la pompe fonctionne toujours à une température optimale, le filtre à carburant reste propre bien plus longtemps et la voiture ne tombe jamais en panne d'essence à un moment critique ou dangereux. Cela peut paraître un peu exagéré pour certains, mais cette habitude simple et facile à suivre m'a évité d'innombrables réparations inutiles et coûteuses. 11e point. Changez vos bougies d'allumage régulièrement et utilisez des pièces d'origine. Nombreux sont les automobilistes qui croient dur comme fer que les bougies d'allumage sont quasiment éternelles, d'autant plus que les constructeurs modernes vendent et mettent en avant leurs fameuses bougies, longue durée censées durer 100 000 km. Mais ce chiffre publicitaire est un argument marketing trompeur. Certes, en théorie, elles peuvent atteindre cette distance dans des conditions de laboratoire absolument parfaites. Mais en pratique, avec les démarrages à froid, la circulation urbaine dense et des carburants de qualité douteuse, les bougies s'usent bien avant d'atteindre ce kilométrage magique. Au fil des ans, j'ai appris à les contrôler soigneusement autour de 60 000 km et à les changer préventivement, sans attendre qu'elles commencent à dysfonctionner. Des bougies usées et détériorées provoquent des ratés d'allumage qui se traduisent par des à-coups, une augmentation notable de la consommation de carburant, endommageant progressivement les pots catalytiques, très coûteux, et, dans des cas extrêmes que j'ai personnellement constatés, peuvent même perforer les pistons. Tous ces dégâts pour économiser quelques euros grâce à un changement préventif effectué à temps. Le plus important, n'utilisez jamais de contrefaçon bon marché de marques inconnues. Privilégiez toujours les marques reconnues pour leur qualité éprouvée, comme NGK, Denso ou les bougies d'origine constructeur. J'ai vu un jour un moteur complètement détruit à cause de bougies de très mauvaise qualité installées dans un garage de quartier bon marché. L'économie initiale était à peine de 20 euros sur le changement, mais la réparation finale du moteur a coûté bien plus de 2000 euros. Cette habitude de changer régulièrement les bougies avec des pièces de qualité a été comme une bouffée d'air frais constante pour le moteur. Chaque démarrage à froid était fluide et sans à-coups. Chaque accélération était parfaitement maîtrisée, sans à-coups ni raté. Et cette rigueur constante a sans aucun doute été un facteur clé permettant à ma voiture de dépasser les 1 300 000 km tout en fonctionnant parfaitement. Si vous avez déjà compris comment ces 10 premiers détails, en apparence insignifiants, transforment radicalement la durée de vie d'une voiture, préparez-vous, car la suite présente les habitudes qui distinguent véritablement les véhicules ordinaires de ceux qui semblent immortels. Les 10 points suivants sont encore plus décisifs et surprenants que vous ne l'imaginez, et certains vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'entretien automobile. 10e point. Vérifiez et remplacez les supports moteurs à temps. Beaucoup de gens pensent à tort que les supports moteurs sont pratiquement indestructibles, des pièces qui ne nécessitent jamais d'entretien. C'est précisément l'erreur fatale qui met hors service tant de voitures bien avant la fin de leur durée de vie normale. Les supports moteurs maintiennent non seulement le moteur en place dans le compartiment moteur, mais ils absorbent aussi constamment les vibrations naturelles de fonctionnement et protègent l'ensemble du châssis des chocs internes générés par la combustion. Lorsque ces supports cassent ou s'usent complètement avec le temps, le moteur se met littéralement à vibrer violemment dans le compartiment moteur. Au début, cela se traduit par une simple vibration désagréable dans le volant ou un léger cliquetis métallique au démarrage à froid. Mais ce qui se passe en réalité est bien plus grave et dangereux qu'il n'y paraît. L'ensemble mécanique, y compris la transmission, l'échappement, le radiateur et les durites, subit des secousses et des mouvements brusques et constants qu'il ne devrait pas subir en conditions normales. J'ai personnellement vu des systèmes d'échappement complètement cassés en deux, des radiateurs fissurés laissant échapper du liquide de refroidissement de partout, et des boîtes de vitesse mal alignées qui commençaient à mal fonctionner. Tout cela à cause de supports moteurs que personne n'avait pris la peine de vérifier ou de remplacer à temps. Une fois, une voiture est arrivée à mon atelier avec le moteur qui reposait pratiquement directement sur le châssis métallique, car le support moteur principal était complètement détruit. Le propriétaire m'a dit « l'air de rien ». Honnêtement, je pensais que c'était normal qu'elle vibre autant. Après tout, c'est une vieille voiture. Et je me suis dit « vous risquez de vous retrouver avec une facture de plus de 2000 euros si vous continuez à ignorer ça ». Remplacer un support moteur à temps
ne coûte que quelques centaines d'euros dans le pire des cas, mais l'ignorer complètement peut facilement multiplier cette dépense par 10, voire plus, lorsque tout le reste commence à lâcher en même temps. Voici un conseil pratique que tout le monde peut appliquer. De temps en temps, faites ce que j'appelle personnellement le test de secousse. En maintenant la pédale de frein fermement enfoncée pour immobiliser la voiture, passez la première vitesse ou la position drive si c'est une automatique et donnez un coup d'accélérateur doux mais ferme. Si le moteur bouge sensiblement plus que la normale, en oscillant excessivement d'un côté, c'est que le support moteur est certainement défectueux. Le faire vérifier dans n'importe quel garage ne coûte presque rien et la réparation est encore moins chère si vous intervenez à temps avant que cela ne cause des dommages collatéraux. Car si vous attendez trop longtemps et que tout se détériore, votre voiture finira littéralement en épave. 9e conseil. Nettoyer et protéger le soubassement et le châssis. Nombreux sont les conducteurs qui lavent méticuleusement la carrosserie de leur voiture jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir, la cirent avec des produits coûteux et la laissent impeccable. Mais lorsqu'il s'agit du soubassement et du châssis, ils pensent souvent que, comme personne ne les voit, cela n'a aucune importance et ils l'oublient tout simplement. C'est là que réside le plus grand piège. Ce qui n'est pas directement visible est précisément ce qui finit par détruire la voiture de façon irréversible. La rouille est un fléau silencieux et impitoyable. Elle ne vous avertit pas par des bruits, elle ne présente aucun signe visible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et lorsque vous la remarquez enfin s'insinuer sous la voiture, il est absolument trop tard pour la sauver. Un seul hiver passé à rouler sur des routes traitées au sel et à l'antigel peut déclencher un processus de corrosion lent, mais inexorable, qui ne s'arrête jamais une fois qu'il a commencé à ronger le métal. J'ai personnellement soulevé des voitures sur le pont élévateur hydraulique du garage qui semblaient rutilantes et parfaitement entretenues de l'extérieur, mais dont l'état sous le capot était terrifiant. Leurs bras de suspension étaient tellement rouillés et affaiblis qu'ils ressemblaient à des graissins rassis prêts à se briser au moindre choc. La structure du châssis était perforée à plusieurs endroits critiques et les fixations de la suspension ne tenaient plus qu'à un fil de métal corrodé. C'est à la fois ironique et désolant. Certains propriétaires dépensent des sommes astronomiques en désodorisant de luxe pour parfumer l'intérieur de leur voiture, alors que, simultanément, en dessous, tout le châssis se décompose lentement mais sûrement, comme du poisson pourri oublié des semaines au fond du réfrigérateur. Dès le départ, ma routine a été claire et rigoureuse. Au moins une fois par mois pendant l'hiver, un nettoyage haute pression complet du dessous de caisse pour éliminer tout le sel et la saleté accumulée. Et si vous vivez dans une région où l'humidité est constamment élevée ou où il pleut fréquemment toutes les 2 semaines, sans faute. De plus, j'applique des produits anticorrosion spécifiques sur l'ensemble du dessous de caisse au moins une fois par an. C'est un investissement financier minime qui prolonge littéralement la durée de vie de la structure de la voiture de plusieurs décennies. La mienne, avec ses 1 287 000 km au compteur, reste incroyablement solide et robuste en dessous, sans aucun signe sérieux de corrosion. Parallèlement, j'ai vu beaucoup trop de voitures avec moins de 100 000 km au compteur, bonnes pour la casse, non pas à cause d'une panne mécanique du moteur ou de la transmission, mais simplement parce que le châssis et la structure étaient déjà irréparables à cause d'un manque d'entretien et de la rouille inévitable. 8e conseil. N'acceptez pas de réparation urgente sans vérification. Cette habitude ne concerne pas tant la voiture elle-même, mais plutôt votre approche des garagistes et des concessionnaires. L'une des principales raisons pour lesquelles tant de voitures tombent en panne prématurément est que leurs propriétaires dépensent des fortunes en réparations totalement inutiles et inventées de toutes pièces, tout en ignorant les véritables réparations urgentes dont leur véhicule a besoin. Cela vous est-il déjà arrivé? Vous vous rendez tranquillement au garage pour une vidange et vous repartez avec une liste interminable de prétendues urgences, incluant un nettoyage en profondeur du système d'injection, le remplacement de liquides mystérieux dont vous ignoriez même l'existence, et le remplacement immédiat de pièces dont vous n'avez jamais entendu parler. La dure réalité est que de nombreux concessionnaires officiels formant leurs conseillers techniques à vous vendre des réparations en utilisant les mêmes méthodes que les vendeurs d'assurance, la peur, l'urgence artificielle et une pression psychologique constante.
Je me souviens très bien d'un client arrivé à mon atelier extrêmement inquiet et nerveux, car le concessionnaire lui avait affirmé, très sérieusement, que sa voiture nécessitait une vidange complète de la boîte de vitesse, pour un coût de 400 €. La voiture avait à peine 20 000 km au compteur depuis sa sortie d'usine. J'ai patiemment expliqué qu'une recommandation aussi catégorique revenait à dire à un jeune enfant en pleine santé qu'il avait besoin d'une greffe de cœur d'urgence après 5 minutes de course à la récréation. C'était totalement absurde et inutile. L'habitude que j'ai prise il y a des années est incroyablement simple, mais efficace. Ne jamais accepter un devis de réparation sans avoir obtenu au moins un deuxième avis, totalement indépendant d'un autre garage. Si un mécanicien affirmait avec certitude qu'il y avait un problème précis sur ma voiture, je demandais toujours des preuves concrètes, des photos claires du problème ou une démonstration pratique de la panne. Et s'il insistait trop sans apporter la moindre preuve, je me rendais tout simplement dans un autre garage indépendant et de confiance. Cette simple et saine méfiance, ce scepticisme pragmatique, m'ont littéralement évité de dépenser des milliers d'euros en réparations inutiles et inventé de toutes pièces pendant toutes ces années. Quand un conseiller technique m'annonce d'un air grave que ma voiture pourrait tomber en panne à tout moment si je ne change pas telle ou telle chose immédiatement, je réponds généralement calmement. Votre mariage aussi peut s'effondrer à tout moment, mais je ne vais pas vous payer pour le réparer. Cette réponse est toujours efficace. Voir leur air surpris et perplexe est un vrai régal, rien que pour observer leur réaction. 6e conseil. Serrez toujours le frein à main. C'est sans doute l'habitude la plus sous-estimée et négligée de cette liste et, ironie du sort, celle qui a engendré les factures les plus astronomiques pour les ateliers de réparation de boîtes de vitesse du monde entier. La plupart des conducteurs de voitures automatiques pensent à tort que mettre le levier en position P suffit amplement à immobiliser le véhicule. Or, ce qu'ils ignorent, c'est que cette fameuse touche P ne bloque pas les roues par magie grâce à un système hydraulique sophistiqué. Elle actionne simplement un petit cliquet métallique à l'intérieur de la boîte de vitesse, appelé cliquet de stationnement. Et lorsque vous vous garez négligemment en pente raide sans serrer le frein à main, tout le poids de la voiture, 1 tonne, voire plus, repose brutalement sur cette petite pièce métallique qui n'est pas conçue pour cela. J'ai personnellement vu des boîtes de vitesse automatiques complètement détruites et rendues inutilisables par une simple négligence, répétée à l'excès. Des réparations qui atteignent facilement 2 800 €, voire plus, parce que quelqu'un a tout simplement cru que le frein à main était facultatif ou inutile. Le plus ironique et le plus frustrant dans toute cette histoire, c'est que la bonne habitude, qui permet d'éviter complètement ce désastre, ne coûte absolument rien. Littéralement rien. Il suffit de tirer fermement sur un levier mécanique ou d'appuyer sur un simple bouton électronique. Personnellement, je le fais systématiquement, sans exception. En forte pente, en forte descente, et même sur terrain parfaitement plat. D'abord, je serre fermement le frein à main jusqu'à sentir une résistance, et seulement ensuite je passe le levier en position P, parking. C'est la bonne méthode qui préserve les coûteuses transmissions d'une panne prématurée. Cette habitude est aussi simple qu'efficace. Quand quelqu'un me dit, l'air de rien, qu'il n'utilise jamais le frein à main parce qu'il a une confiance absolue en sa boîte automatique, je réponds toujours la même chose. On pourrait tout aussi bien utiliser un trombone déplié pour retenir une lourde porte de garage, mais honnêtement, l'idée ne me viendrait jamais à l'esprit. Le résultat mécanique est exactement le même dans les deux cas. Une catastrophe qui n'attend que de se produire au moment le plus inopportun. 5e, vérifiez la pression de vos pneus chaque semaine. C'est une habitude que tout le monde connaît en théorie, mais que presque personne n'applique systématiquement au quotidien. Pourtant, vérifier la pression des pneus chaque semaine a un impact direct et considérable sur la consommation de carburant, l'usure irrégulière des pneus et la sécurité générale du véhicule. Les pneus perdent naturellement de la pression avec le temps, environ 1/2 kg par mois, même sans crevaison ni fuite apparente. Un sous-gonflage important et prolongé des pneus augmente considérablement la résistance au roulement, génère une chaleur excessive et inutile au niveau de leur structure interne et provoque une usure irrégulière et inacceptable des flancs. Les conséquences sont graves, une augmentation significative de la consommation de carburant, pouvant facilement atteindre 15%,
et un risque réel et dangereux d'éclatement violent sur l'autoroute en cas de surchauffe du pneu à grande vitesse. À l'inverse, une pression excessive des pneus entraîne une usure prématurée concentrée au centre de la bande de roulement et une perte importante d'adhérence et de contact avec la route. La méthode que j'ai mise en place est incroyablement simple et rapide. Vérifiez soigneusement la pression des 4 pneus chaque semaine, sans faute, à l'aide d'un manomètre numérique précis et fiable. Il est absolument essentiel de toujours effectuer cette vérification lorsque les pneus sont froids, c'est-à-dire avant de prendre le volant le matin, car la pression augmente naturellement avec la chaleur générée par le frottement pendant la conduite. Des pneus correctement gonflés à la pression exacte recommandée par le constructeur durant littéralement 2 fois plus longtemps que des pneus sous-gonflés, tout en offrant une meilleure adhérence en virage et au freinage et en réduisant sensiblement la consommation de carburant. C'est un investissement de 5 minutes à peine par semaine qui vous permet d'économiser des centaines d'euros chaque année sur les pneus neufs et le carburant gaspillé inutilement. 4e point. Changez régulièrement votre filtre à air moteur. Voici encore une de ces pièces dérisoires que l'on néglige souvent, ce qui finit par engendrer des problèmes bien plus coûteux. Le moteur à combustion interne a besoin d'un mélange précis d'air et de carburant pour fonctionner de manière optimale. Le filtre à air moteur est directement responsable de garantir que seul de l'air parfaitement propre et exempt de particules pénètre dans le système d'admission. Lorsqu'il est sale et complètement obstrué par la poussière, les feuilles, les insectes et toutes sortes de débris accumulés, le moteur peine à aspirer l'air, un peu comme une personne asthmatique essayant de respirer à travers une écharpe épaisse et humide. Les conséquences sont immédiates et mesurables. Une perte de puissance notable à l'accélération, une augmentation considérable de la consommation de carburant, le moteur compensant avec plus de carburant, et, pire encore, la contamination progressive des capteurs de débit d'air massique MAF par les particules qui parviennent à passer. La vérification de ce composant est d'une simplicité presque insultante. Il suffit d'ouvrir le boîtier du filtre à air dans le compartiment moteur et d'inspecter visuellement l'état du filtre à la lumière. S'il est sombre, obstrué ou si vous constatez une accumulation de saleté, il est temps de le changer sans hésiter. La fréquence recommandée est de 20 000 km ou 1 fois par an, au premier terme échu. Toutefois, si vous conduisez fréquemment sur des chemins de terre ou dans des zones très poussiéreuses, il est conseillé de le changer plus souvent. Le prix d'un filtre à air de qualité est vraiment dérisoire, entre 20 et 40 euros selon le modèle. Comparez cela au coût de réparation ou de remplacement d'un capteur MAF encrassé, qui dépasse facilement 300 euros pour la pièce seule. Changer scrupuleusement le filtre à air chaque année a été l'une de ces petites habitudes qui ont permis à mon moteur de respirer parfaitement proprement pendant les 1 287 000 km parcourus. 3e point, évitez de faire monter le moteur en régime à froid. Cette habitude est directement liée à la patience et à la maîtrise de soi, surtout si vous conduisez une voiture puissante ou sportive. Après une nuit d'arrêt, l'huile moteur est épaisse et visqueuse, comme du miel froid, et a besoin de temps pour se réchauffer et atteindre la viscosité optimale, lui permettant ainsi de lubrifier correctement toutes les pièces essentielles du moteur. Faire monter le moteur en régime à froid, en appuyant brusquement sur l'accélérateur avant qu'il n'ait atteint sa température de fonctionnement normale, provoque une usure extrêmement grave et irréversible des pistons, des segments et des chemises de cylindres. Le moteur a besoin d'au moins 2 minutes de conduite souple et modérée pour commencer à atteindre sa température de fonctionnement optimale et d'environ 5 minutes pour être pleinement opérationnel. J'ai vu des moteurs sportifs haute performance, avec à peine 100 000 km au compteur, complètement détruits à cause de montées en régime brutal et répétées à froid, jour après jour. Les propriétaires de voitures puissantes sont confrontés à une tentation constante et dangereuse. Ce sont d'échappements envoûtants, cette réponse immédiate à l'accélérateur, cette sensation de puissance instantanée sous le pied droit. Mais la patience d'attendre que le moteur atteigne sa température de fonctionnement optimale avant de solliciter toute sa puissance est ce qui lui permet de fonctionner parfaitement pendant des décennies, et non seulement des années. Ma règle personnelle a toujours été absolument stricte. Aussi pressé que je sois, aussi désireux que je sois de ressentir la puissance, les 5 premières minutes de conduite étaient toujours effectuées en douceur, avec modération et dans le respect du moteur froid.
Cette maîtrise de soi, simple mais constante, est l'une des principales raisons pour lesquelles mon moteur a parcouru 1 287 000 km sans nécessité de réflexion interne majeure. Premier conseil. Conduisez comme si tous les usagers de la route étaient imprévisibles. Enfin, comme nous l'avons dit, nous arrivons à l'habitude la plus importante pour la longévité de tout véhicule. Et chose intéressante, cela n'a rien à voir avec le changement de pièce ou un entretien spécifique. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental. Votre façon même de conduire au quotidien. Conduire constamment comme si absolument tous les autres conducteurs étaient totalement imprévisibles et irrationnels, ce qui, soyons honnêtes, est souvent le cas, transforme complètement votre style de conduite. Une conduite défensive et une anticipation constante impliquent d'éviter toute accélération inutile et agressive, tout freinage brusque de dernière minute, et de toujours maintenir une distance de sécurité suffisante pour réagir en douceur à toute situation imprévue. L'impact direct de ce style de conduite sur tous les systèmes de la voiture est tout simplement monumental. Le moteur fonctionne constamment dans sa plage de régime optimal sans forcer. Les freins durent littéralement 3 fois plus longtemps, car vous les utilisez rarement de manière agressive. La suspension ne subit pas de chocs violents inutiles. Et la transmission passe les vitesses en douceur, sans à-coups. Chaque composant du véhicule subit une réduction spectaculaire des contraintes mécaniques cumulatives. L'idée est de considérer la voiture pour ce qu'elle est réellement, un investissement important à long terme conçu pour durer des décennies et non un jouet jetable à remplacer au bout de 3 ou 4 ans. Le lien direct entre votre style de conduite et l'extrême longévité du véhicule est indéniable, comme le montrent les données. Un conducteur agressif, qui accélère et freine brutalement, fait constamment monter et descendre le régime moteur sans raison et conduit comme s'il était en pleine course, change généralement de voiture tous les 5 ou 6 ans, car une pièce coûteuse finit toujours par tomber en panne. À l'inverse, un conducteur souple, prévoyant et attentif à la mécanique peut facilement parcourir 1 300 000 km avec la même voiture, comme je l'ai fait, et probablement bien au-delà. Ce n'est ni de la magie ni de la chance. C'est de la physique pure. Moins de contraintes mécaniques signifie moins d'usure, et moins d'usure signifie des composants qui durent beaucoup plus longtemps. Maintenant que vous connaissez ces 20 habitudes qui ont radicalement transformé ma voiture, d'un véhicule ordinaire voué à une fin de vie prématurée, en une machine quasi immortelle ayant dépassé les 1 287 000 km, je vous invite à réfléchir honnêtement à un point important. Prise individuellement, chacune de ces habitudes semble être un petit détail, presque insignifiant, quelque chose qui, à première vue, ne ferait pas vraiment de différence. Mais une fois mises ensemble, une fois intégrées à votre routine, elles deviennent la clé de la différence entre une voiture qui rend l'âme avant les 160 000 km et une autre qui dépasse sereinement les 1 287 000 km en parfait état de marche. Aucune de ces 20 habitudes ne requiert de connaissances techniques pointues en mécanique ni d'investissements financiers colossaux. La grande majorité se résume à une régularité quotidienne, une attention sincère aux détails et un profond respect pour la machine qui vous transporte fidèlement chaque jour. Alors, dites-moi honnêtement, lesquelles de ces 20 habitudes appliquez-vous déjà correctement? Et laquelle vous a le plus surpris? Laquelle allez-vous mettre en pratique dès demain? Si vous intégrez ne serait-ce que la moitié de ces habitudes à votre routine quotidienne avec votre voiture, je vous garantis que votre véhicule et votre portefeuille vous en remercieront pendant de nombreuses années.